Depuis plus d'un an et demi maintenant, la Covid fait partie de notre quotidien. Elle nous impose ses règles et nous dicte nos comportements. Cependant, elle n'est pas la première pandémie de ce genre à nous frapper de plein fouet. Et rien qu'au siècle dernier, il y a également eu la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong et le sida. Et pourtant, c'est la première fois dans l'histoire que nous nous voyons imposer des règles de distanciation physique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Nous n'allons bien évidemment pas parler politique dans ce podcast, mais bien de machine learning. En effet, face à cette pandémie, la création de modèles de propagation du virus nous a aidés à y voir plus clair parmi les conséquences que pouvait entraîner la mise en place de tel ou de tel autre scénario. Pour nous en parler plus en détail, je reçois Bertrand Delvaux. Bertrand est consultant freelance en data engineering et artificial intelligence et il a eu l'occasion, dès le début de la pandémie, de réaliser plusieurs travaux pour l'African Risk Capacity. Travaux dont il vient nous parler aujourd'hui. Petit clin d'œil aux travailleurs remote avant de commencer, Bertrand était au Costa Rica quand j'ai fait cet épisode, et plus précisément dans le hall d'un hôtel, ce qui explique les bruits de fond que vous ne manquerez pas d'entendre sur cet enregistrement. Bertrand, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on se connaît bien, on a travaillé ensemble, et aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on discute un peu de toi, ce que tu as fait donc au début de la pandémie. Pour moi, tu es monsieur data science, et donc je sais que tu as été très occupé pendant cette période-là, et aujourd'hui que j'ai l'occasion de t'avoir justement en face de moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à quoi tu as donné ton temps. Ok. Alors, de fait, je me souviens que tu m'avais contacté à l'époque et que je t'avais dit que j'étais assez occupé. Et la raison pour laquelle j'étais occupé, c'était que au tout début de la pandémie, donc pour la petite histoire, j'ai trois frères et trois sœurs, et mes trois frères avec lesquels on était en contact régulier. On est tous d'un background un petit peu différent. Il y en a un qui bosse dans le médical, un autre dans l'IT comme architecte, et un troisième comme dans l'événementiel et tout ce qui est plutôt technique et hardware. Et en fait, on avait cette espèce de sentiment donc au début de la pandémie, quand on s'est retrouvés tous en confinement, on avait vraiment cette frustration de ne pas pouvoir aider, d'être impuissant, fatalement vu qu'on n'était pas des travailleurs de première ligne. On ne pouvait pas vraiment mettre à l'œuvre nos skills pour aider en fait la pandémie d'une façon ou d'une autre. Et donc on a commencé à regarder si on pouvait aider justement un petit peu du point de vue data science, du point de vue visualisation, comment pouvoir informer la population sur l'évolution des chiffres, etc. Puisque on a tous ressenti au tout début de la pandémie ce phénomène un petit peu anxiogène qui faisait qu'on était à la fois un petit peu tout le temps connecté sur les informations et en même temps on était tellement submergé par cette quantité inabsorbable d'informations qu'on ne savait plus sur quel pied danser, littéralement. Et donc c'est dans cette espèce de chaos anxiogène que peut-être une semaine et demie, 2 semaines après le début du confinement, j'ai été contacté en fait par deux amis à moi avec lesquels je devais commencer une start-up 2 ou 3 ans avant et qui, enfin pour in fine, je suis resté en fait comme consultant privilégié pour eux, qui m'ont demandé de participer avec eux à un petit projet un petit peu fou, à savoir une sous-branche africaine des Nations Unies, qui s'appelle ARC, African Risk Capacity, devait présenter en fait aux différents gouvernements africains un modèle de propagation du Covid sur le continent africain. Et pour faire cet outil, en fait, ils avaient besoin de consultants externes et d'une boîte qui puisse très très vite donner un bon modèle. Et donc ils ont fait appel en fait à cette boîte Rubix et à moi, en mode, on va être honnête,
complètement à hackathon puisque on ne savait pas du tout si ça allait être rétribué, donc on est tous partis dedans comme purs volontaires en opération pro bono et en essayant de délivrer le plus vite quelque chose, puisqu'évidemment le virus commençait déjà à s'attaquer à l'Afrique. C'était clairement the next on the line. Et alors, la demande, elle concernait quoi? Qu'est-ce qui vous a été vraiment demandé? Alors, de manière concrète, ce qui nous a été demandé, c'est non seulement de pouvoir prédire la propagation du Covid sur le continent africain, c'était en fait un petit peu le dernier continent à être touché, hein, puisque on a eu l'Asie, puis ça a tourné sur la plaque mondiale vers l'Europe, les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et puis ça arrivait en Afrique. Mais outre la propagation, en fait, ce qui les intéressait, c'était quelles seraient les conséquences socio-économiques, principalement pour les populations pauvres, dans l'application de restrictions dues au Covid. Donc, je donne un exemple. Fermeture des écoles, comme en Europe, oui, mais quid de toutes les populations pauvres avec les jeunes qui traînent dans les rues, etc. Qu'est-ce que ça engendre comme potentiel problème? Un autre problème beaucoup plus important. Nous, en Europe, en fait, pendant le confinement, on était un petit peu on était un petit peu nantis, bon, avec des guillemets bien sûr, mais on était restreint à rester à son domicile, mais on pouvait aller au supermarché faire nos courses avec masque, gants, toutes les protections, et puis revenir, il n'y avait pas de problème. On pouvait parfois se faire livrer même les courses. Je pense au Luxembourg, il y avait cette option-là, donc on était assez bien à ce niveau-là. Et le problème, c'est que cette situation-là n'est pas transposable en Afrique, puisqu'en Afrique, il y a pas mal de régions où il n'y a pas un accès à un supermarché. Les vivres vont simplement s'acheter au marché central, qui est par définition central et ouvert. Et donc, si on applique stricto sensu les mesures décidées en Europe, qui étaient de fermer toute centralité, donc entre autres les marchés centraux ici, euh, ça aurait occasionné évidemment de bien plus graves problèmes qu'en Europe, puisque pas d'accès au supermarché. Donc tout ça a un aspect socio-économique dévastateur. Et on nous a demandé en fait de modéliser quelles seraient en fait les conséquences en prenant telle mesure de restriction. Donc couvre-feu, lockdown, fermeture des écoles, fermeture des marchés, etc., etc. Moi, si on me demande de prédire des choses comme celle-là, alors je sais pas du tout comment m'y prendre. Toi, donc, tu as l'habitude avec les data science. Comment on s'organise justement pour, arriver à atteindre ce résultat, à produire en fait des données qui sont valables, à partir de quoi et puis, par quelle méthode? Donc c'est une réponse un petit peu longue, je m'en excuse, mais donc pour être complet, donc la première chose à faire, c'était évidemment la partie propagation du virus. Alors pour la propagation du virus, j'ai pris cette partie-là en charge. Et donc la première chose, c'est qu'il faut se plonger dans la littérature state of the art de tout ce qui est modèle épidémiologique. Donc comment est-ce que les chercheurs actuels dans la matière modélisent en fait la propagation des maladies infectieuses. Et donc là, très vite, on lit, donc il y a pas mal de littérature, entre autres Imperial College, que vous avez peut-être entendu dans la presse, justement du point de vue des modélisations pour le Covid. Et en lisant en fait pas mal d'articles scientifiques, on peut commencer à avoir une meilleure compréhension de comment ce phénomène est actuellement modélisé du point de vue connaissance humaine. Et donc là, on arrive dans un modèle euh, qui est basé sur des compartiments, donc où en fait toute la population est scindée en différents compartiments. Comme exemple, il y a le compartiment des personnes qui sont susceptibles, c'est-à-dire qui n'ont pas encore eu le virus. Il y a les personnes qui sont infectées, donc qui ont eu le virus. Une fois qu'on est dans le compartiment infecté, on peut passer dans le compartiment contagieux. Et puis de là, on passe dans un compartiment qui est soit hospitalisé, soit guéri.
et de hospitalisé, on peut passer à guéri ou à décédé. Là, je résume plus ou moins. Et chaque passage entre les compartiments, donc pour résumer encore une fois, la population dans son ensemble est subdivisée en 6 ou 7 compartiments en fonction des modèles. Donc chaque personne ne peut être que dans un compartiment à un moment T, et il passe d'un compartiment à l'autre en fonction de lois physiques qui sont dues aux vecteurs de propagation, etc., etc. Vous avez probablement tous entendu parler du R0. Donc tous ces éléments en fait nous donnent une notion de dans quelle mesure est-ce que le virus se propage plus ou moins rapidement? Est-ce qu'on est contagieux entre 2 et 10 jours avec une distribution statistique? Est-ce que c'est, etc., etc. Et donc tous ces éléments, tous ces paramètres du virus sont mis évidemment dans des équations différentielles qui nous permettent de passer d'un compartiment à l'autre. Alors ça, c'est pour la partie purement modèle. Alors, est-ce que je peux t'arrêter 2 secondes sur cet élément? Oui, oui, tout à fait. Tu prends un modèle épidémiologique, mais le Covid, en tout cas, est une maladie, nouvelle. Alors peut-être qu'il y a des souches plus anciennes, mais à partir de quel modèle ce modèle est-il fait, justement? Est-ce que c'est, ce modèle de type, grippe ou si c'est la peste ou si je ne sais pas quelle autre maladie est prise comme référence pour commencer à créer ce premier modèle? Alors, c'est un modèle qui peut être utilisé pour à peu près n'importe quelle maladie infectieuse enfin, contagieuse. Donc, ça a été utilisé pour la grippe, mais ça a été utilisé pour Ebola, etc., etc. C'est juste les seules choses qui changent fondamentalement, en fait, ce sont les paramètres des équations différentielles. Donc, les équations différentielles, encore une fois, c'est ce qui gouverne la dynamique pour passer d'un compartiment à l'autre. Donc, pour parler en termes peut-être un petit peu plus simples, si je suis en fait une personne A, je suis dans la population, dans le compartiment susceptible, donc je n'ai pas encore été infecté, et je rencontre une personne B, qui elle est dans la partie non seulement infectée, mais en plus contagieuse. Quand je la rencontre, il y a différents paramètres, donc il y a une équation en fait différentielle qui estime en fait la probabilité avec laquelle moi, A, je vais me faire infecter par B. Et ça dépend en fait du temps d'exposition, ça dépend du caractère infectieux de la maladie, et ça dépend encore de 2 ou 3 autres paramètres, mais pas beaucoup plus que ça. Mmh. Ça dépend en fait vraiment de qui rencontre qui, etc. Et donc ces paramètres, donc le caractère infectieux de la maladie par exemple, n'est pas le même pour la grippe, pour le Covid et pour Ebola. Mais ça veut dire que à partir du moment où les équations sont mises en place et que la dynamique qui régit en fait le passage d'un compartiment à l'autre, quand tout cela est mis en place, il suffit, je dis il suffit avec des guillemets bien sûr, mais de changer les paramètres du caractère contagieux de la maladie, du fait que c'est plus ou moins létal, du fait que c'est asymptomatique, etc. ou pas, pour obtenir en fait transposer un modèle Ebola vers un modèle Covid. OK. Donc le modèle en soi, c'est 6 équations différentielles. C'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets. Et après un modèle donc se nourrit de données. Il y a un moment où on a des données en entrée du modèle, des données en sortie du modèle et on doit confronter, les données qu'on a en sortie par rapport à une réalité. C'est ça. Alors, merci pour la très bonne question. Donc en fait, le truc c'est que ce modèle, une fois qu'il est établi, donc le modèle, on a bien dessiné maintenant le fait que c'est 6 équations différentielles, etc. Ce modèle ne fonctionne que avec des données en entrée, totalement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut établir un modèle sur le Covid. Après, tant qu'on ne lui injecte pas des données, on ne peut pas dire comment le pays en question va évoluer. Et donc là, je mets un peu la casquette plutôt data science, c'est quid des données. Ici, nous, notre mission, c'était de simuler donc la propagation au niveau du continent africain.
C'est-à-dire qu'on devait avoir les données au temps t plus 1, t plus 2, etc., si t est mesuré en jours, du nombre de cas qui avaient été détectés dans chacun des pays africains. Et donc, là, c'est là que c'est important de rester attentif. Il y a deux problèmes potentiels. La première, c'est que les, les pays africains, en fait, si on prend des pays relativement pauvres comme le Burkina Faso, que j'ai en tête, c'est extrêmement difficile d'avoir un chiffre précis, jour après jour, du nombre de cas infectés. Pour essayer de comprendre ça, imaginons-nous donc dans des pays qui nous sommes, avec lesquels on est plus familier, d'Europe centrale, la France, le Luxembourg, la Belgique, vous avez tous plus ou moins vu que c'était extrêmement difficile au début de savoir combien de personnes avaient été infectées. Et encore des mois après, on avait subitement des corrections. Ah, on avait oublié de compter les personnes dans le home un tel. Ah, ici on en a compté un peu plus juste pour être sûr, etc., etc. Vous avez vu qu'en fait la façon de compter est presque différente dans chaque pays. Mhm. Ce qui est un énorme problème potentiellement pour une future pandémie qui, en principe, arrivera encore de notre vivant. Donc il faudra un système beaucoup plus universel. Mais bon, ça c'est mon opinion vraiment purement personnelle. Je pense qu'il faudrait une coordination mondiale bien plus dessinée à ce niveau-là. Mhm. Donc avoir des données qui sont claires à ce niveau-ci de la data science, c'est vraiment très très compliqué, et qui plus est en Afrique où on n'a pas accès en fait à, prenez bêtement des tests pour détecter les cas de Covid. Il y a eu un problème pour faire les tests PCR, donc on a eu un manque de réactifs au niveau mondial, donc fatalement de réactifs au sens chimique du terme, hein, pas de réactifs au sens réaction du terme. Donc on a eu un problème de réactifs au niveau mondial, donc qui plus est dans les régions reculées et pauvres d'Afrique, c'est encore plus compliqué d'avoir accès à cette information-là. C'est-à-dire que les chiffres qu'on avait pour chacun des pays africains sont à prendre vraiment avec des pincettes, puisqu'on ne sait pas du tout la réalité qu'ils reflètent. Ça, c'est le premier problème des données. Le deuxième problème des données, et ça vous l'avez vu dans tous les pays du monde, quand vous dites que vous avez 10 000 personnes qui ont été contaminées dans un pays X, est-ce qu'il y a 10 000 personnes qui ont été contaminées, ou est-ce qu'il y a 10 000 personnes qui ont été testées positives? Évidemment, c'est la deuxième réponse, c'est testées positives. Maintenant, est-ce que les 10 000 personnes qui ont été testées positives, ça signifie qu'il y a 20 000 personnes en réalité qui ont la maladie? Est-ce que ça signifie que c'est 50 000 ou 100 000? Et le problème, c'est que ces trois chiffres sont complètement réalistes en fonction du pays dans lequel vous vous situez. Ah, Là, on arrive dans la problématique du taux de positivité. Donc, ça veut dire qu'en fait, la donnée qu'on mesure ne reflète pas la même chose en fonction du pays dans lequel on se trouve. ok. Et ça, c'est un énorme problème. C'est déjà un problème pour le pays dans lequel on mesure. Si je suis en France et que tu me dis j'ai 10 000 nouveaux cas, donc personnes testées positives, et qu'en fait ça veut dire 50 000. Oui, Donc déjà c'est un problème pour mon pays parce que est-ce que c'est toujours vrai? Parce que c'est en fait de la donnée qui est pas tangible. Elle est pas mesurée, elle est. c'est ça. Tu veux dire aussi que, alors, outre être un problème pour la France, parce que ça se produit en France et qu'on n'a pas les vraies données, ce serait pas la même chose en Allemagne, au Burkina Faso ou en Égypte ou que sais-je? C'est ça. C'est exactement ça. En fait, pour donner un exemple très concret, puisque à ce moment-là, je suivais pas mal de temps mars les chiffres luxembourgeois, français et belges, et d'autres pays, mais je veux dire, on va se limiter à ces trois-là. Je peux dire, je ne saurais plus citer exactement la date, mais en tout cas, en Belgique, à un moment, puisqu'il n'y avait pas assez de réactifs, on ne pouvait en fait se faire tester que si on avait des symptômes. Ça veut dire que vous enlevez en fait tous les asymptomatiques qui potentiellement étaient infectés. Et ça, Mmh. on parle d'une variabilité entre les pays qui est énorme. Donc ça, c'est un problème des données. Maintenant,
si on veut des données parfaites au niveau du Covid, alors on ne commence même pas un modèle. C'est ça le problème aussi. C'est qu'il faut accepter en fait qu'il y a cette grosse limitation, mais c'est une limitation à ajouter au fait que l'information sur le nombre de personnes infectées en Afrique est encore plus compliquée à avoir. Comment alors on arrive à résoudre un peu ce problème? Est-ce qu'on sort un chiffre du chapeau? Là, en fait, nous, on s'est basé sur des estimations de la littérature. Donc, enfin, oui, ça c'est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu trop compliqué à expliquer au sein d'un seul podcast. Mais si je devais résumer, je dirais, donc, on injecte des chiffres, d'accord? Donc, on injecte, j'invente, on a 400 personnes qui sont infectées au Bénin le 1er avril. Donc, 400 personnes en tout qui ont été infectées. En fonction de ces chiffres-là, on a, nous, une propagation du modèle qui nous donne, j'invente, 1500 personnes infectées au Bénin le 7 avril. S'il s'avère que on n'est pas à 1500 une fois qu'on reteste, mais que les données réelles auxquelles on confronte les données modélisées, imaginons qu'on arrive plutôt à 6000, alors on sait, par définition, que notre chiffre de base potentiellement était 2, 3, ici en l'occurrence 4 fois plus élevé que les 400 à l'origine. D'accord. Et donc en fonction de ça, en fait, on corrige petit à petit le modèle en fonction des données ajournées. Puisqu'évidemment, je vais prendre un exemple super extrême, bon, là c'est vraiment très extrême, mais imaginons qu'on soit parti de 400 au Bénin, parce qu'au tout début, ils mesuraient vraiment très très mal leur nombre d'infectés. Que 7 jours après, notre modèle prédit 1500, et qu'au Bénin, en fait, ils sont à 15 000. Donc on a un ordre de grandeur de différence. Donc on a 10 fois plus à ce moment-là. Ça veut dire qu'on doit vraiment corriger les données en entrée et donc relancer un modèle qui, lui, une fois qu'il est corrigé, nous donne un chiffre qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc il y a une espèce de feedback loop entre les données qui sont sorties par le modèle et les données réelles. Donc une fois qu'on les confronte, fatalement, on peut remonter quelques jours en avance en se disant les personnes qui sont infectées maintenant, ça veut dire qu'elles ont été infectées, j'invente parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais 5 jours avant. Et donc, si elles ont été infectées 5 jours avant, c'est qu'il y avait autant de personnes dans le compartiment des contagieux. OK. Alors si je te suis bien aussi, la complexité, c'est que là, tu as à l'instant T 400 personnes que tu sais qui ont été contaminées et toi, tu te demandes combien il y en aura, dans une semaine et dans une C'est ça, semaine, ton modèle te dit: «Tu en auras 1 500 si on est à 400 aujourd'hui». c'est ça. Il se trouve que tu en as 15 000. Oui, C'est-à-dire que donc tu vas te dire que tu t'es trompé d'un facteur de 10 et donc tu vas dire: «Il y en c'est avait ça. pas 400 mais il y en avait probablement plutôt 4 000». Mais ça veut dire qu'aujourd'hui où on te dit qu'il y en a 1 500, tu considères que tu en as 15 000. En fonction du fait qu'ils ont mieux mesuré ou pas. C'est là toute la complexité. Ouais, parce que ça, c'est difficile aussi à déterminer donc ça veut dire que, ils avaient mal compté au début, on était à 400 et peut-être qu'ils se sont améliorés entre-temps et en En fait fait, là, tout ça, c'est ça, voilà. Tout ça va être modulé par ton taux de positivité. Donc ça, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en fait, tout au début. Donc c'est simplement combien de personnes testées sont positives. D'accord? Donc quel est le ratio, quel est le pourcentage? mmh d'accord, Alors, dans un ouais. monde idéal, on essaie de descendre ce chiffre au maximum. C'est-à-dire, on a tous été rabâchés par les motos, tester, 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 tester. D'accord? C'est simplement parce que, imaginons une population, je vais prendre l'Allemagne complètement au hasard, hein, c'est des données fictives. Imaginons en Allemagne un taux de positivité de 1%. Bon, ça nous permet d'avoir une relative confidence sur le nombre de personnes qui sont infectées, puisque sur 100 personnes qui viennent se faire tester, il n'y en a qu'une qui est réellement positive. Donc ça veut dire qu'on brasse un échantillon de la population suffisamment large pour avoir une certaine confiance dans le réel chiffre. On a évidemment un intervalle de confiance, etc., qui est autour de ce chiffre, mais plus le taux de positivité est bas et le nombre de personnes testées est élevé,
plus évidemment l'intervalle de confiance va se réduire pour nous permettre d'avoir une vision plus précise et plus une certitude un peu plus prononcée de où se situe le réel chiffre. D'accord. Maintenant, si vous avez, comme à New York, à un moment, un taux de positivité de 25%, ou dans certains pays, j'ai même vu à un moment du 66%, c'est-à-dire que 2 personnes sur 3 qui se font tester sont positives, la marge d'erreur est gigantesque. Mhm. Et donc, c'est en fonction de ça, en fait, qu'on peut évaluer. Un modèle, en fait, ne va jamais délivrer exactement, voilà, on aura 1500 personnes qui sont infectées. Mais on va dire, par exemple, on a 1500 personnes avec un intervalle de confiance de 95% entre 1000 et 2500, par exemple. Mhm. Et c'est vraiment en fonction, en fait, de ces marges de manœuvre qu'on peut voir où on se situe du point de vue dangerosité. J'imagine que même pour l'échantillon, c'est compliqué parce que Ah oui, oui. si je me dis qu'aujourd'hui, j'invite tout le monde à venir se faire tester, j'aurai probablement plus facilement des gens entre 25 et peut-être 65 ans et qu'il y C'est aura ça. certaines, classes de la population qui ne seront pas du tout représentées dans mon échantillon. Oui, oui. C'est là toute la complexité de ce qui nous est Mmh. arrivé en 2020 pour le point de vue modélisation. OK. Et donc cet accès aux données, en tout cas, oui, est compliqué, mais en même temps est primordial si on veut pouvoir modéliser l'évolution d'une maladie infectieuse comme celle-là. Donc après, ma question c'est, quand on parle de modèle, donc ça veut dire qu'on peut faire des projections à court terme. Donc aujourd'hui, j'ai 400 personnes, qui sont contaminées et je peux savoir que demain ou dans une semaine ou dans un mois, j'en aurai tant. Mais est-ce que pour autant ce modèle est en mesure de nous donner des projections sur du long terme? Ou plutôt pour faire des projections qui vont beaucoup plus loin que quelques jours ou quelques semaines? Petit détail qui a son importance, c'est que enfin, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner en tout cas, dans ce modèle, donc à partir du moment où on devait modéliser en fait l'impact des mesures mises en place contre le Covid et l'impact en tout cas de socio-économique de ces mesures, on a dû voir en fait ce que mettre en place des mesures avait comme impact aussi sur fatalement la réduction de la propagation. Je m'explique. À partir du moment où on met en place ce qu'on appelle des mesures des NPI, donc c'est des Non-Pharmaceutical Interventions, donc c'est intervention non pharmaceutique, c'est-à-dire pas de vaccin, juste des mesures, donc fermeture des écoles, lockdown pour tout le monde, un couvre-feu à 18 heures. Bon, je pense que tout le monde est familier avec ce genre de mesures puisqu'on les a toutes vécues dans une certaine mesure. Quand on met en place donc ces mesures sur le modèle, qu'est-ce que ça va faire de manière très 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 concrète? Ça va évidemment réduire le contact entre les gens. Pourquoi réduire ce contact entre les gens? Du coup, on va avoir le compartiment de la population susceptible, donc encore une fois, les personnes qui n'ont pas encore été infectées, qui vont entrer moins en contact de manière probabiliste avec les personnes infectées. Donc quand on fait du social distancing ou du physical distancing, de manière très concrète, qu'est-ce qu'on fait? On empêche des compartiments de la population qui auraient été en contact en temps normal, des amis qui se voient à une table de 10 à un resto le samedi soir, ou peut-être deux d'entre eux auraient été infectés, et bien maintenant, en fait, on les empêche vraiment de mettre ces compartiments en contact. Quand vous empêchez les gens d'être en contact, fatalement, vous réduisez la propagation. Donc, ça veut dire qu'on modifie les paramètres de propagation dans les équations différentielles du modèle. Qu'est-ce que ça a comme effet? Évidemment, ça va faire littéralement ce qu'on a tous rabâché depuis 2 mois. Ça va flatten the curve. Ça va vraiment aplatir la courbe épidémiologique de sorte que ça va cesser d'augmenter de manière exponentielle, mais ça va commencer en fait à décroître. Et donc, quand on met en place ces différentes options, donc nous, dans notre modèle, par exemple, on pouvait choisir, voilà, pour le Ghana, j'aimerais bien fermer les écoles du 1er avril au 1er juillet et j'aimerais bien instaurer un couvre-feu national tous les week-ends, par exemple, uniquement le week-end. Et j'aimerais bien instaurer en plus de ça un couvre-feu local dans la capitale
dont j'ai oublié le nom, à partir de 18 heures tous les jours. Et quand on fait ça, en fait, on va avoir vraiment le modèle va nous sortir en fait un aplatissement de la courbe, et donc ce modèle évidemment générait l'évolution de la population dans chacun des compartiments. Donc ça nous permettait et ça permettait évidemment au pays concerné d'évaluer, parce que c'est le facteur de loin le plus important, quelle est la surcharge opérationnelle au niveau hospitalier. Donc, c'est-à-dire combien de personnes vont être hospitalisées si on met une telle mesure en place versus ne pas mettre de mesure en place. Alors, ce que tu me dis m'intéresse beaucoup parce que c'est la première fois qu'on a ce type de situation où on ait la possibilité d'avoir autant de données qu'aujourd'hui. Et comment tu peux être sûr, en fait, de l'impact qu'a un couvre-feu ou la fermeture des écoles si chacune de ces mesures n'ont pas été testées individuellement? Comment, en fait, modéliser l'impact d'une mesure si on n'a pas de données avant pour savoir exactement ce que ça faisait? Tester individuellement, je comprends la fermeture des écoles. On peut fermer les écoles pendant un mois et se rendre compte, au bout de ce mois, de ce que ça a donné et avoir des mesures pour la suite. Par contre, tu vas me dire que tu vas jouer sur différents facteurs, fermeture des écoles, on reste chez soi les week-ends et la semaine, il y a un couvre-feu. Là, on a 3 mesures et ça devient plus difficile de savoir laquelle a vraiment eu de l'impact ou alors quel est exactement l'impact de chaque mesure. Ok, alors encore une fois, question très intéressante, merci pour ça. On a été en fait confronté à toute cette problématique totalement en établissant les premiers modèles. Le premier avantage qu'on avait, et c'est un avantage, c'est un demi-avantage, je dirais, c'est que le, on avait l'exemple de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe, quand on a commencé à faire notre modèle pour l'Afrique, on avait en fait déjà des données au niveau européen du point de vue non-pharmaceutical interventions. Donc, Imperial College, encore lui, a fait pas mal d'articles justement fin février, puis en mars, en avril, etc., pour la modélisation de l'impact des NPIs sur, je pense que c'était sur dans 10 pays européens ou un truc comme ça, où ils mesuraient en fait de manière précise, avec des modèles dont ils ont le secret, l'impact sur le rayon de propagation, enfin sur R en tout cas, de tel ou tel NPI. Donc nous en fait on est parti de ces données-là pour établir notre modèle. Alors quand je dis un demi-avantage, c'est que fatalement la fermeture des écoles en Europe ou la fermeture des écoles en Afrique n'est pas censée avoir exactement la même réduction du point de vue épidémiologique. Mmh. Mais c'est un point de départ. Et à partir de ce moment-là, en fait, on utilise un peu un modus operandi ou une philosophie, entre guillemets, qu'on qualifie de bayésienne. C'est-à-dire que on part d'une condition initiale, un guesstimate initial, qui est, j'invente, fermer les écoles permet de réduire le R de 4 à 2,5 par exemple. Et en fonction des données qui sont générées par le modèle et par la réalité, on peut évidemment se servir de ce feedback pour ajuster et se dire, en fait, ça ne réduisait pas de 4 à 2,5, mais peut-être qu'en Afrique, c'est de 4 à 2,1 pour raison X ou Y qu'on ne peut pas s'expliquer, ou en tout cas qu'on ne peut pas mettre dans le modèle, puisqu'évidemment, un modèle, c'est une simplification de la réalité, par définition. Mmh. Donc ça veut dire qu'on nommait en fait toute une variété de paramètres qui entrent en compte dans la réduction. Et ce qui est assez intéressant, que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça nous a permis en fait de découvrir des possibilités de fonctionner dans le Covid qui ont été en fait, je pense, ça n'a pas été mis en place, mais du moins du point de vue théorique, il y a certains gouvernements qui l'ont considéré. C'est-à-dire qu'en jouant, moi, à un moment, je me suis dit, en fait, si, du point de vue propagation, hein, je vais donner un exemple extrêmement précis. Si on faisait un lockdown total, pardon, je rewind. Donc, pour une semaine classique, si on avait donc les 2 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, où tout est ouvert. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez voir des amis, tout est, on va dire, normal pré-Covid.
Et les 5 jours d'après, on demande simplement à tout le monde de rester gentiment chez soi. Donc, c'est-à-dire que on a 2 jours normaux suivis de 5 jours lockdown. Et puis on répète. 2 jours normaux, 5 jours lockdown. 2 jours normaux, 5 jours lockdown. En fait, si on fait cet exercice théorique et qu'on le met dans le modèle, on observe un phénomène assez intéressant qui nous permet en fait d'avoir une ondulation. Donc on a cette élévation de la courbe exponentielle. Et dès qu'on commence à mettre en place ce système, on reste en fait exactement au même niveau épidémiologique avec simplement des toutes petites vaguelettes donc, qui ont évidemment cette oscillation de 2 jours, 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours, 5 jours. Et quand on fait ça, le gros avantage, mais bon, il n'y a personne qui a vraiment pris le risque de mettre ça en place et c'est dommage parce que je pense que ça aurait pu donner des très bons résultats. En faisant ça, en fait, si vous voulez, si on met donc un énorme lockdown comme il y a eu en Italie, en France, en Belgique, etc., que ce soit première vague, deuxième vague, etc., ce que ça fait, c'est que ça va complètement anéantir la courbe épidémiologique, mais le moment où on déconfine, on peut respirer pendant 1, 2, 3 mois comme on l'a fait en été, mais après, l'épidémie continue. C'est comme je disais au tout début, c'est endémique. C'est-à-dire que le virus est là, il circule. C'est pas parce qu'on a mis un lockdown que le virus a disparu. Il est là, il est juste présent dans moins d'individus. Mais dès que la courbe exponentielle reprend donc une certaine valeur limite, ça recommence évidemment à éclater. Donc, on a tous expérimenté cette espèce de bouffée d'oxygène en été pendant 1, 2, 3 mois où on a tous un petit peu, on s'est dit, ah, je pense pas mal de personnes en tout cas ont pensé que c'était gagné ou fini, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Et puis vient septembre, octobre, et fatalement, ben, on repart dans un schéma. Et ça, c'est parce qu'en fait, quand on écrase trop la courbe épidémiologique, c'est ça qu'on a vu dans nos modèles, à la limite, la deuxième vague ou la troisième est plus meurtrière, comme on l'a vu pour la grande grippe de 1918. La deuxième vague était nettement plus meurtrière. Donc ça veut dire que si on écrase trop l'épidémie, ça ne résout pas le problème puisqu'on garde, j'invente, une population avec 90% de la population qui est encore susceptible. Ben, fatalement, c'est un terrain super fertile pour le virus. Et donc, je reviens maintenant à l'idée du 2 jours libres, 5 jours lockdown, 2 jours libres, 5 jours lockdown, etc. Ce qui est assez sympa comme modélisation, et donc ça Stéphane, si tu as des ajouts graphiques, je peux même te les envoyer par email, c'est qu'en fait, on maintient l'épidémie à un niveau acceptable d'épidémie. C'est-à-dire qu'on ne l'écrase pas dans l'œuf, mais on maintient, j'invente pour la France, 10 000 cas par jour, ou 15 000 ou 20 000. Quel nombre de cas par jour qui permet à la France de rester, de ne pas avoir son système hospitalier sur les genoux? Ben, il faut regarder la limite, il faut prendre une marge de sécurité, enlever, je sais pas moi, 15%, un truc comme ça, et puis la maintenir. Puisque si on maintient les hôpitaux dans un régime qui est complètement jouable pour le personnel hospitalier, qui ne le met pas à genoux, qui n'oblige pas en fait le personnel à un moment à choisir qui dans les patients va vivre ou pas, à ce moment-là, c'est OK. Ça veut dire qu'on répand petit à petit en fait le virus. Évidemment, il faut protéger les personnes vulnérables, ça on est bien d'accord. Mais ça permet du coup de ne pas avoir des énormes vagues par après et de faire un jeu de yo-yo entre confinement, déconfinement, à reconfinement, déconfinement, reconfinement, on va le redurcir, etc. Ce qui est, je pense, bon là je sors un petit peu de la modélisation, mais je pense que psychologiquement pour la population, quelle que soit la tranche d'âge, ça va avoir des conséquences. Et justement, alors, puisque tu en as parlé des conséquences, la modélisation, c'est une première partie. Et comme tu le dis, on pourrait peut-être avoir un modèle idéal. Et mettons que ce modèle idéal, ce soit 2 jours totalement déconfinés, 5 jours confinés. La deuxième étape du travail qui t'a été demandé, c'était de savoir justement quel impact un modèle ou les choix qu'on faisait justement des facteurs sur lesquels on pouvait jouer allaient influer sur la société.
Donc d'abord, en fait, par rapport à ce 2 jours, 5 jours, pour sortir un petit peu de la partie modélisation et pour parler un petit peu plus, de manière plus concrète, imaginons en fait que pendant ces 2 jours, vous rencontriez des personnes qui sont infectées, et c'est par définition, vous en rencontreriez. À partir du moment où vous restez 5 jours chez vous après, ben, ça veut dire que le temps que vous soyez contaminé, donc imaginons le lundi, vous allez au restaurant avec des amis, vous vous faites contaminer, vous n'êtes pas encore contagieux le mardi. Le mercredi, vous êtes chez vous, vous êtes contagieux et vous êtes potentiellement contagieux jusqu'au dimanche. Et c'est ça l'idée, en fait, derrière, qui était gouvernée par le modèle. Donc on a essayé plusieurs, on a joué hein, évidemment, puisque c'est des modèles théoriques. Donc j'ai essayé aussi des 4 jours, 4 jours ouverts, 10 jours lockdown, des trucs comme ça. Mais je trouve que le plus séduisant, entre guillemets, c'était cette semaine de 2,5, puisqu'en fait 2,5, si on pense là encore une fois, on sort du modèle propagation et on va un petit peu plus vers l'économique. Ben, si les restaurants, les cafés, les terrasses, etc. pouvaient fonctionner 2 jours sur les 7 et que tout le monde pouvait en profiter, c'est beaucoup plus simple de sauver l'ORICA, c'est beaucoup plus simple de sauver la culture, potentiellement c'est un gain. Mais totalement. Justement, la question, c'est de se dire, si ce modèle-là paraît si enviable en fait à mettre en place et que là, on est en train de parler de modèle, comment après on va mesurer et se dire, on va choisir tel modèle, par exemple celui que tu proposes, plutôt qu'un autre, par rapport aux enjeux sociétaux? Parce que si ce modèle-là, par exemple, est et c'est vrai qu'il donne envie, parce que tout le monde, je pense, rêve ne serait-ce que de souffler un jour par semaine. Mais, alors pourquoi justement? Qu'est-ce qui va après, déterminer les choix qu'on va prendre pour les modèles? Ouf, alors, là, par contre, ouais, c'est une question, je pense pas que je suis à même de bien répondre. Mmh. Nous, en fait, si tu veux, on a fourni un outil qui a été présenté au gouvernement. Comme c'est un intermédiaire qui nous a commandité l'outil, on ne sait pas en fait quelle a été l'utilisation réelle et concrète des gouvernements de cet outil. Maintenant, même avec l'outil, je pense, si je ne m'abuse, que les politiques de toute façon ont d'autres agendas en tête que ce qu'on leur propose et qu'ils vont choisir un modèle ou un autre pour des raisons qui nous échappent en tout cas. Enfin, en tant qu'ingénieur, en tant que physicien, que scientifique, Oui. toute l'équipe qui a, la petite équipe, parce qu'on n'était pas, en fait, on était 3 principalement à faire ce truc, qui a contribué à faire ça. On n'est pas, on fait un outil, on délivre, on espère que ce soit utilisé, mais on a bien vu qu'il y avait je pense dans tous les pays, hein, je parle toujours France-Belgique, mais c'est parce que c'est un peu les deux pays que je suis. Je pense qu'il y a eu un débat énorme entre 3 grands acteurs qui étaient d'une part la santé et la modélisation épidémiologique, d'autre part la machine économique, et troisièmement tout ce qui était liberté personnelle du citoyen. Donc le problème c'était de trouver le sweet spot, le trade-off qui est entre au niveau du centre de gravité de ce triangle équilatéral, et c'est un peu compliqué puisque tirer plus vers l'épidémio, ben, va au détriment des libertés personnelles et de l'économie, et vice versa. Donc la décision pure d'un modèle plutôt qu'un autre, donc, et de son implémentation surtout du point de vue politique, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, et ouais, c'est presque heureusement que le physicien ne doit pas s'en charger, parce que sinon ça devient un Je peu plus comprends. compliqué. Je comprends. Alors, du coup, une autre question. Quand tu dis que tu fournis un outil, par exemple, tu vas me fournir un outil où il y a un modèle et moi, je vais peut-être pouvoir jouer sur certains facteurs qui vont influer sur la courbe. Donc, je peux C'est ça, décider du nombre de jours où les gens peuvent sortir, c'est peut-être de ça. certaines mesures à prendre. Mais alors, ces facteurs-là, ils sont valables à un instant T. Et au début de l'épidémie, par exemple, en France, il n'y avait pas de masque pour tout le monde. Donc j'imagine que faire sortir les gens à cette époque-là avait beaucoup plus d'impact que de les faire sortir aujourd'hui où tout le monde est masqué. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est bien résumé.
Mais du coup, il y a enfin, tous les jours, peut-être des nouveaux facteurs à prendre en compte qui devraient venir alimenter en plus le modèle? Oui et non, c'est-à-dire que oui, oui, certes, n'importe quelle petite mesure. Alors, je vais prendre un cas vraiment caricatural, hein, mais imaginons que quelqu'un invente un espèce de casque qui nous isole complètement de l'air ambiant. Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact. Même si c'est juste incrémental, c'est possible que ça ait un impact. Maintenant, si ton impact c'est de réduire un paramètre qui est à 2,49999 et le réduire de 10 exposant moins 6, dans les faits, ça change pas grand-chose. Mmh. Donc, on se contente en fait de modéliser les gros impacts. Les impacts, en fait, c'est les plus gros, c'est dans quelle mesure est-ce que les gens sont en contact les uns avec les autres. C'est pas plus finaux que ça, entre guillemets. OK, OK. Donc en fait, on se focalise vraiment sur une métrique qui est celle-là, c'est, la distance qu'on peut mettre entre les gens. Au final, c'est ce qu'il y a de plus important, ce qui ressort de l'outil, c'est comment est-ce que ça isole suffisamment les gens pour influer sur la courbe? En fait, oui, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut réduire le contact entre les personnes. Donc, plus les gens sont en contact, tu prends une semaine normale d'un businessman qui est super actif, etc. Il va peut-être voir des gens à Singapour, puis 2, 3 jours après à New York, puis il va rentrer en Europe centrale, il va faire un petit dîner avec les potes, et puis il va aller voir la famille du week-end. Et quand tu comptes, il a eu un contact rapproché peut-être avec 150 personnes Mmh. sur une semaine. Si tu réduis drastiquement le nombre de contacts rapprochés de 150 à 10 ou à 5 sur la semaine, fatalement, tu réduis la probabilité que soit il propage le virus s'il est contagieux, soit qu'il soit contaminé s'il était susceptible. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la cornerstone, si on veut, de cette modélisation. D'accord, c'est se dire, c'est le schéma exponentiel, ça me fait penser à la modélisation des réseaux sociaux. C'est donc, si nous, on n'a pas, 50 contacts et qu'on a que, 5 contacts au lieu d'en avoir 50, inévitablement, la propagation de ce qu'on va dire, par exemple, va se faire beaucoup moins vite, Ah oui, oui, mathématiquement. ça c'est sûr, ouais. Ouais, c'est ça. Tout est une question de. En fait, il y a je pourrais aussi t'envoyer si ça t'intéresse. Donc, il y a toute une chaîne YouTube que je trouve fabuleuse du point de vue explication pédagogique sur les maths et la physique. Mmh. Dans mes souvenirs, c'est Three Blue Brown ou un truc du style. Donc, je vais essayer de retrouver. Qui entre autres explique cette partie de contamination. Et en fait, tu vois que tout est basé en fait sur la centralité. Si tu, si tu as imaginons 16 communautés qui sont relativement indépendantes l'une de l'autre, donc il fait une petite animation où chacun des petits points est animé d'un mouvement aléatoire ou brownien dans son petit compartiment. Et de temps à autre, il opère simplement un déplacement, un voyage, quoi, typiquement, d'une communauté vers une autre. Et imaginons que ces 16 communautés-là, par exemple, représentent 15 provinces dans un pays africain, donc qui sont assez distantes l'une de l'autre. Et la 16e, c'est la capitale où il y a 1 million d'habitants. Okay, si tu as des personnes des 15 communautés qui vont, juste un peu de personnes qui vont de temps à autre, mais de manière régulière, à la capitale et qui vont dans vraiment un lieu par définition central, y compris un marché central, une place centrale, n'importe quoi, et donc qui vont être en contact avec plus de gens et puis qui reviennent dans leur communauté distante, ben, fatalement, ils augmentent la probabilité d'être contaminés par le virus. Et une fois qu'ils le ramènent dans leur communauté locale, vu que leur communauté locale a elle aussi son ancrage de centralité, eh bien, elle peut générer pas mal de contamination. Et c'est ça qui est clé, en fait. C'est le contact entre les différentes personnes. Et à ce niveau-là, on a dû, avec mon ami brésilien, on a dû se pencher sur un problème assez sympa, et ça n'existait pas enfin, ça n'existait pas dans aucun modèle épidémiologique qu'on connaissait en tout cas. On a dû se pencher sur les flux migratoires. Et donc les flux migratoires, on s'est basé sur
une théorie physique qui essaie de modéliser ça, qui est assez sympa, qui part du fait que, donc c'est un peu un théorème de radiation, c'est-à-dire que en physique, si on a un corps luminescent qui commence à radier de l'énergie, l'énergie qu'un autre corps qui est passé à une certaine distance va obtenir. Donc, prenons pour faire simple en fait, prenons le Soleil et la Terre va recevoir une certaine quantité d'énergie qui est proportionnelle à la surface qu'elle expose au Soleil, fatalement, mais qui est inversement proportionnelle à la distance au carré entre donc, elle et le Soleil. Donc, on a tous fait l'expérience, tu mets une bougie dans une pièce sombre, si tu es à 1 mètre, à 2 mètres ou à 4 mètres, fatalement, tu ressens en fait une impression lumineuse sur ta rétine qui est différente et qui décroît avec le carré de la distance. Mhm. D'accord. C'est exactement le même principe. Et ici, cette théorie de la radiation appliquée à des flux migratoires estime en fait que le flux migratoire entre une capitale d'un pays africain A et une ville de province B, ça va être, il va y avoir cette relation fatalement qui décroît en fonction de la distance au carré. Ben, c'est logique puisque si les gens doivent se déplacer plus loin, sauf s'ils peuvent prendre l'avion, mais ça va vraiment diminuer massivement. Disons pour les commutes, je parle des commutes réguliers, donc des gens qui vont travailler dans l'Ain, qui reviennent le soir, etc., etc. Et fatalement, ça va dépendre aussi de, comme je disais, la surface que la Terre expose au Soleil. Ben, ici, il n'y a pas cette notion de surface, il y a la notion de la population que la ville éloignée expose à la population de la capitale. Mhm. Là, je simplifie un mot, mais donc ça dépend en fait de ces paramètres-là. Et ça nous a permis en fait de créer de toutes pièces un modèle donc notre modèle est complètement adaptable puisqu'on peut faire une modélisation au niveau d'un pays, mais on peut créer en fait la notion de ce que j'ai intitulé communauté. Et ces communautés, en fait, on les crée, c'est ça qui est assez intéressant, on peut soit les créer comme étant des communautés géophysiques, donc j'invente, chacun des départements français, ce serait une communauté, et donc, on va avoir des flux entre les communautés. Donc, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de migration entre, je sais pas moi, l'Aquitaine et la Bretagne, ou on a donc ces flux entre les communautés. Et ce qui est assez sympa, c'est que avec notre modèle, on peut aussi dire, bah, l'Aquitaine, en fait, on va le mettre complètement en lockdown. Bon, bah, dans ce cas-là, évidemment, tous les flux qui sortent ou qui rentrent dans l'Aquitaine sont complètement cutés. Mhm. Et avec toutes ces communautés, donc on a pu faire soit différentes communautés géophysiques en Afrique, donc ça c'était intéressant, mais ce qui était plus intéressant, c'est que comme c'était un cadre théorique, en fait on peut mettre sous le pseudonyme communauté ce qu'on veut, littéralement ce qu'on veut, on a commencé à modéliser d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Et on a commencé à dire, ok, maintenant on va modéliser le pays, pas en fonction des communautés géophysiques, mais en fonction des communautés socio-économiques. Donc on va mettre une communauté qui est aisée et une communauté qui est pauvre. Et fatalement, le flux entre les communautés, on peut le modéliser, on peut dire, mon ami qui est brésilien, qui habite à Rio, me donnait l'exemple des favelas, qui me disait, voilà, nous, en fait, à Rio, on a en permanence, en fait, un contact avec eux, même si c'est assez cloisonné pendant la nuit. Donc, on essayait de modéliser en se disant, tiens, chacun, en fait, dort quand même chez soi la nuit. Donc, on est obligé un certain nombre d'heures sur la journée du point de vue équation différentielle, ils devaient rester en fait chacun dans leur communauté, mais il y avait quand même un petit échange pendant la journée, et c'est précisément dans ce type d'échange, donc où il y a un contact entre les deux communautés, qu'on peut modéliser différentes mesures pour que les gens restent chacun dans leur communauté et l'impact que ça aurait. Et donc on a commencé à modéliser à un moment une association où on avait chacune des provinces d'un État africain. Et dans chacune des provinces, on avait deux types de communautés, la population aisée, la population plus défavorisée. Et ça nous a permis en fait de donner une dimension supérieure à ce modèle de propagation qui n'existait pas dans les modèles de propagation qu'on dit simples, qui sont juste la propagation au niveau d'un pays. Ok, et de tout ce travail-là, alors,
tu me dis, tu sais pas s'il a été utilisé ou tu as quand même eu des retours pour, savoir qu'il y a une partie qui a été utilisée et dans quelle mesure? Bah, en fait, alors, le dernier contact que j'ai eu avec mon ami, enfin, une personne qui est devenue mon ami suite à ce projet-là, donc le commanditeur pour les Nations Unies, donc il m'a dit ils ont présenté en fait aux différents gouvernements africains, ils l'ont accepté, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils l'ont utilisé, mais il est clair qu'ils l'ont utilisé à un moment ou à un autre, mais peut-être en combinaison avec d'autres outils faits par d'autres personnes, donc ça j'ai pas le détail. Par contre, ce qui était assez marrant, c'est une petite anecdote que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est que cet ami-là, en janvier, en fait, donc il est chercheur, il est bien au courant de tous les modèles, etc. Et il m'a dit un truc qui m'a frappé, il m'a dit en janvier, écoute Bertrand, quand tu nous as présenté en avril le modèle de propagation, et puis que j'ai vu que ça faisait une première vague, une deuxième, une troisième, je me suis dit oui, ok, c'est les équations physiques, mais c'est parce que c'est une simplification de la réalité, mais il va jamais y avoir différentes vagues. Et tout le monde, il m'a dit en Afrique du Sud, jusqu'en septembre, quand la deuxième vague est arrivée, il dit on n'y croyait pas. On pensait qu'il y avait une grosse vague, et puis c'était tout. Après, ça allait empire. Et la, 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 cette anecdote, c'est assez, comment dire, c'est assez parlant parce que pour moi, ça montre que les dynamiques, la dynamique vraiment de propagation du virus, elle est gouvernée, même si c'est une version simplifiée de la réalité, par ce type de compartiment avec les équations différentielles qui régissent le passage d'un compartiment à l'autre. Et en fait, il est très clair, maintenant, je pense que tout le monde doit être convaincu il y a de multiples vagues, puisque les pays en sont à leur seconde, troisième, certains quatrième vague, et le virus est là de manière endémique, et les vagues vont simplement diminuer progressivement en intensité, on l'espère, sauf pour certains pays qui ont réussi à éliminer le virus très tôt, bah là, ils risquent cher si le virus revient et qu'ils ne sont pas encore vaccinés. Et petit à petit, ça va s'amenuiser avec le fait que la population est de plus en plus vaccinée ou la population est de plus en plus contaminée. Et donc, c'est vraiment ce virus va rester pendant des années sur Terre. Et c'est assez marrant parce qu'on a même des personnes formées de manière scientifique qui voyaient le modèle, en fait, pensaient que c'était presque on va dire un side effect théorique, alors qu'en fait, c'est la réalité du terrain, c'est multivague. Ouais, et du coup, là, c'est mesuré. Alors, justement, dernière question, c'est que ce travail que tu as fait là, et tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que on n'est pas à l'abri et même, je pense qu'aujourd'hui, c'est une certitude, dans les, 10, 20, 50, 100 ans, il y aura d'autres pandémies qui vont venir et ce travail de modélisation, finalement, c'est déjà du travail qui est en place, qui va servir, lors des prochaines pandémies, du coup? Potentiellement, oui. Maintenant, il y a pour être honnête aussi, il y a quand même tous des instituts de recherche, donc encore une fois, Imperial College, etc., dont le job de recherche, donc l'équipe entière de recherche, leur job, c'est de faire des modèles comme ça. Donc, c'est des modèles qui sont, on va dire, plus poussés que le nôtre, qui amènent tout un aspect stochastique, puisque le nôtre, il était plutôt déterministe. Mmh. Maintenant, le nôtre a l'avantage, entre guillemets, d'avoir été implémenté vite, enfin, rapidement, d'implémenter cette notion de communauté qui est extrêmement flexible et abstraite et qui permet de mettre tout ce qu'on veut dedans, donc, que ce soit le caractère socio-économique, une subdivision géophysique. On pourrait même mettre dans les communautés, nous on avait essayé aussi de mettre différentes générations, parce que in fine, voilà, si on dit il y a une population jeune qui est potentiellement moins vulnérable, et puis on a une population âgée plus vulnérable, ben, les mettre en contact les uns avec les autres ou réduire les contacts entre les deux, on peut faire de la modélisation. Puisqu'on a un taux d'hospitalisation qui est différent au point de vue des jeunes, par rapport aux personnes vulnérables et plus âgées, etc. Et ça. Donc ça, c'est tout un aspect intéressant, ainsi que la modélisation des conséquences socio-économiques que mon ami brésilien a fait. Tout ça, c'était un package, on va dire, délivré rapidement qui n'existait pas encore vraiment et qui était nécessaire.
Est-ce que ce serait utilisé pour d'autres pandémies dans le futur? Ce serait sympa qu'on puisse reprendre ce type de travail, mais fatalement, d'ici là, j'imagine qu'il y aura pas mal de modèles qui auront évolué. Je pense que je pense qu'en fait, l'humanité entière, c'est un peu plus focalisé sur l'intérêt de subventionner de la R&D pour ce genre de problématiques épidémiologiques. Donc, reste à espérer qu'on soit un petit peu plus près pour la prochaine fois. Ouais. En tout cas, Bertrand, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir un peu comment la data science était mise en pratique. Et, bon, là, le cadre est pas super sympathique, mais en attendant, bon, ça a l'avantage d'être très utile par contre. Donc un grand merci pour ça. Avec plaisir. Vous pouvez bien entendu retrouver Bertrand sur LinkedIn.